La première table ronde va être consacrée aux enjeux et finalités de la philosophie avec les enfants aujourd'hui. Quel rapport la philosophie entretient-elle à l'enfance et quels sont ceux que l'enfance entretient avec la philosophie ? Notre siècle n'a pas découvert la question de la philosophie pour les enfants. L'éducabilité philosophique des enfants taraude l'histoire de la philosophie. Il y a d'un côté les tenants de l'exercice spontané du jugement, pour lesquels philosopher, c'est se mettre devant une question comme la première fois. Et puis d'un autre côté, il y a ceux qui mettent en avant l'exigence de maturité de l'entendement, pour lesquels il ne saurait y avoir d'enfants philosophes, puisque philosopher, c'est sortir de l'enfance. La philosophie demeure une voie de l'émancipation, à la fois comme pratique individuelle de l'esprit critique et comme pratique collective. Apprendre à penser par soi-même, à douter, à choisir, c'est apprendre la liberté. Apprendre le débat et être éduqué à une citoyenneté démocratique, c'est, pour citer Michel Tozzi, faire l'expérience du désaccord cognitif dans la coexistence pacifique. La table ronde de ce matin va nous inviter à réfléchir à ce défi qu'est la rencontre entre l'enfance, la philosophie et la démocratie, à faire le point sur l'actualité de la philosophie pour les enfants aujourd'hui et sur ses finalités et ses visées émancipatrices. Je vais donc maintenant présenter nos intervenants. Jean-François Goubet, vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Lille. Vous enseignez la philosophie classique allemande et la philosophie de l'éducation. Vos recherches ont pour objet le rôle de la philosophie de l'éducation dans la formation des maîtres et le développement contemporain de la philosophie avec les enfants. Parmi vos publications, nous pouvons citer des maîtres philosophes, point d'interrogation, la fondation de la pédagogie générale par l'université allemande, paru chez Classique Garnier en 2012. Vous allez évoquer le dacticien de la philosophie, y compris pour enfants, Eckhart Martens, et l'exploitation qu'il fait en particulier de la terminologie philosophique de Théodore Adorno. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup de cette invitation, oui, pour donner suite à ce qu'a dit mon collègue Alain-Patrick Olivier, quand il disait que Adorno pensait que c'était en échappant à l'éducation scolaire qu'on peut être philosophe. Adorno pensait aussi, d'une certaine manière, que c'était en échappant à la pédagogisation ou à la didactique qu'on pouvait être philosophe. Donc là, je vais commencer par un paradoxe, qui est, nous avons un didacticien de la philosophie, Eckhart Martens, donc un des didacticiens les plus connus en Allemagne, parce que c'est aussi le créateur du modèle des 5 doigts, qui est le modèle le plus suivi dans les pays germanophones, qui se réclame d'Adorno, en sachant bien qu'Adorno disait du mal de la didactique. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, faire une didactique de la philosophie, c'est aussi faire une didactique critique, c'est-à-dire que c'est aussi critiquer ce qu'il y a de non-vrai dans la didactique. Adorno parlait de la Unwahrheit der Didaktik, voilà, donc la non-vérité de la didactique. Sur quelle base Martens va-t-il se fonder justement pour avancer ? Eh bien, il va regarder aussi les cours d'Adorno, c'est-à-dire la manière dont ces cours, ces leçons ont été retranscrites pour y déceler justement des moments de véritable pédagogie ou de véritable didactique de la philosophie, et c'est là-dessus qu'il va partir. Parce que le principal danger, justement, quand on entre dans une pédagogisation, eh bien, c'est d'être dans une communication, et donc d'être dans une reconduction de schémas de pensée tout faits ou dominants. Et la question devient comment j'atteins les autres hommes, comment je leur communique quelque chose, et ça remplace la question de la chose même, et ça remplace surtout la question de la vérité de la chose. Alors, comment faire, justement, pour ne pas glorifier l'intelligibilité de toute chose, ou la compréhensibilité de toute chose par tous ? Comment faire pour ne pas vouloir adapter les gens à quelque chose ? Parce que si je fais ça, je prône en fait une subordination.
Donc là, il récupère la question d'Adorno et il essaie de se débrouiller avec ça. Eh bien, nous dit-il, justement, je vais reprendre d'Adorno l'idée que la pratique philosophique, y compris avec les enfants, c'est une pratique langagière. Une pratique langagière, quelque part, entre critique et naïveté. L'enfant, comme tout être humain, je parle de l'enfant qui parle, je ne parle pas du nourrisson, eh bien, il a un rapport rapport au monde via la langue. Et cette langue, elle contient aussi pour l'enfant des significations pétrifiées, des sens figés, qui ne peuvent donner aussi l'illusion que, finalement, parler, c'est nommer les choses, mettre des étiquettes, figer les choses. Quand on ne réfléchit pas à ce que parler veut dire, finalement, eh bien, c'est mettre des étiquettes ou figer. Il n'y aurait pas à aller chercher plus loin. Les choses seraient ainsi, et leur nom le dirait bien. Et donc, là, Martens, dans un ouvrage de 99, reprend d'Adorno ce paradoxe. La philosophie doit être, d'un côté, effectivement, non naïve. Elle interroge les choses, elle ne veut pas les laisser aller de soi. Elle déploie des procédés méthodiques, disciplinaires, pour les interroger. Mais de l'autre, rien de plus naïf que la philosophie. Dans ces questions, vérité, justice, humanité. Rien de plus naïf, du reste, chez le philosophe, que sa croyance en la méthode de l'examen de la vérité, dans sa croyance qu'on peut bien rechercher la vérité, dans la confiance qu'on place dans cet examen. Et donc, ça voudra dire aussi que philosopher, c'est toujours, à la fin, critiquer aussi ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire, il n'y a pas de point d'arrêt. Pas de point d'arrêt, et ça, c'est aussi quelque chose que, finalement, Martens va retrouver chez Adorno, c'est cette idée que philosopher, c'est toujours un travail du négatif, mais ce n'est pas un travail du négatif pour produire quelque chose. On n'en finit jamais de se démarquer et de critiquer. On n'en finit jamais de se trouver naïf, même en philosophant. Martens joue aussi avec le vocabulaire allemand en mettant en avant la Spinnerei. Spinnen, ça veut dire débloquer, devenir fou. Enfin, débloquer, c'est pas mal en français. Débloquer. Et donc, nous dit-il, faire travailler la langue, c'est réveiller la vie coagulée dans les mots. Das in den Worten geronnene Leben zu erwecken. Faire, justement, ressurgir cette vie coagulée, cette vie caillée, comme du lait caillé, c'est-à-dire retrouver cette vie. Et alors là, philosopher, c'est déraisonner. Philosopher, c'est dire n'importe quoi. Spinnen. Et il y a deux Spinnereien, ça veut dire qu'il y a deux manières de dire n'importe quoi. Une première, c'est effectivement de remettre en cause la suprématie du donné, parce que ça rappelle les idées de vie humaine, ça rappelle les idées justement d'autonomie. Et de l'autre, effectivement, il faut faire attention à ne pas sombrer dans une autre forme d'élucubration, qui est souvent pratiquée par les philosophes, qui consiste à herausspinnen, donc débloquer, mais en partant de quelque chose à partir de concepts. Et là, il nous dit, attention, il y a une ambivalence de ce mot, parce que Schopenhauer avait bien raison de dire que les philosophes bâtissent des toiles d'araignée depuis des concepts généraux, et c'est à partir de ça qu'ils recouvrent le monde. Il prend aussi Nietzsche qui critiquait ça. Et donc, effectivement, il faut retrouver une manière de déraisonner, mais sans tisser une toile d'araignée. C'est aussi un jeu de mots en allemand sur Spinne, qui est l'araignée. Je suis désolé, je ne peux pas faire ça en français. Donc, débloquer comme une araignée, ça n'a pas de sens. Avoir une araignée dans le plafond, peut-être. Voilà, donc on va essayer de retrouver le sens justement le sens des mots coagulés, le sens des choses coagulées dans les mots. Mais ça n'est jamais définitif. C'est toujours à refaire. C'est toujours une pratique. C'est toujours un travail du négatif, mais en se gardant de commencer avec le général. Et donc ça, c'est très intéressant, parce que justement, on a aussi cette idée qu'il faudra à la fin soumettre ses propres productions, ses propres produits, dans leur finalité, dans leurs moyens, à une critique. Donc ça, on a aussi ça chez Martens, cette idée qu'il garde d'Adorno, d'une critique qui n'est jamais terminée. Qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement dans des pistes pour une didactique de la philosophie avec des enfants? Et j'en terminerai là-dessus. Je vais prendre un exemple. Il nous dit qu'il faut analyser les concepts de manière intégrative, Begriffe integrativ, analysieren. Donc, nous dit-il, il y a deux manières de déterminer un concept. Soit par la définition,
je donne un concept par d'autres concepts. L'homme est un animal qui est content d'être à la BNF pour voir d'autres animaux qui sont des hommes, qui sont contents eux-mêmes, bon, etc. Donc là, évidemment, c'est une mauvaise définition, mais vous comprenez ce que je veux dire. Une autre manière de déterminer n'est pas de définir, mais d'exposer ou de réaliser le concept. Alors là, Martens reprend Adorno, qui lui-même reprenait Kant, donc j'arrête les poupées russes, c'est trop compliqué. Mais Adorno, dans son cours sur la terminologie philosophique, disait par exemple, si vous voulez savoir ce que c'est que le rouge, il montrait des rotte jumpers dans l'assemblée, donc des pulls rouges, eh bien, regardez le pull rouge que portent certaines dames et faites la différence avec, dans l'intuition avec les zones violettes et oranges. Donc effectivement, philosopher avec les enfants, c'est aussi se défaire de l'idée que déterminer un concept, c'est définir. Définir, c'est ce que font d'autres sciences, d'autres didactiques des sciences, et pas forcément une bonne didactique de la philosophie. Donc on en arrive aussi dans une didactique critique de la philosophie qui dit ne cherchez pas à définir. Ne cherchez pas à définir comme le font les mathématiques ou d'autres sciences positives. Donc on a une critique de la positivité en tant qu'une science positive pose comme étant posée et ne permet pas aussi une réintégration. Pourquoi maintenant intégratif? Parce que là j'ai juste parlé de caractériser un concept, parce qu'il faut que cela s'achève aussi dans des procédures d'argumentation. Et là-dessus, Martens retrouve un autre passage de la terminologie philosophique d'Adorno, dans lequel il montre que c'est l'argumentation, finalement, les procédures d'argumentation qui sont plus intéressantes, finalement, ou qui viennent compléter les procédures de caractérisation. Et c'est pour ça qu'on parle aussi en allemand de la méthode des 5 doigts, qui sont à peu près autonomes, mais qui sont solidaires. Un doigt est lié à l'autre. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Une deuxième piste adornienne, qui ne met pas M. Martens en rapport avec Adorno, même si en lisant ses œuvres on le voit, c'est de favoriser les métaphores. Je passerai vite parce que j'ai des spécialistes, je fais juste des clins d'œil, pardon, pas des coups d'œil j'en fais aussi, mais des clins d'œil à mes collègues. D'un côté, Adorno rappelait l'intérêt de Benjamin, justement celui qui avait rompu avec une logique, qui überspielen, alors impossible à traduire aussi, qui surpiquait, qui couvrait de toile d'araignée le particulier avec le général. Bon, voilà, il faut arrêter de surpiquer le particulier avec le général. Je ne sais pas si ça parle en français, surpiquer. Enfin bon. En tout cas, il faut arrêter de tisser au-dessus et retrouver la force du particulier. Et donc là, effectivement, travailler avec des récits qui seraient de type métaphorique. Et Adorno connaissait bien Aufklärung für Kinder, les émissions radio qu'avait fait Benjamin. Et Adorno lui-même avait fait une histoire sur Joe l'Indien, appartenant de Mark Twain. Alors je ne l'ai pas lu, mais j'ai vu que justement Martens en parle. Le deuxième point, c'est travailler aussi sur le comme si, le c'est comme, travailler sur l'analogie. Alors je reprendrai cette fois-ci, je ferai un clin d'œil appuyé à mon autre collègue. Alors je ne fais pas les clins d'œil en même temps, hein. J'ai du mal à cligner des deux yeux en même temps, j'en suis désolé. C'est-à-dire, plutôt que de se demander qu'est-ce que le racisme, qui est une question qui paralyse tout le monde depuis les dialogues de Platon jusqu'à tous les élèves de primaire, eh bien, le racisme, c'est comme ne pas être invité à une fête. Voilà, donc là, j'arrêterai là-dessus. Donc là, on travaillerait aussi sur un autre doigt, qui est le doigt herméneutique, ou celui sur l'interprétation. Je terminerai là-dessus, parce que mon temps est écoulé, en disant que, justement, l'intérêt de la philosophie avec des enfants, c'est de bien voir que c'est de la philosophie. Comme discipline. C'est-à-dire, on ne philosophe pas, même avec des enfants, en dehors des cadres d'une discipline. D'accord, nous ne sommes pas là pour expliquer Kant ou Hegel, mais nous ne ferions pas ces méthodes philosophiques s'il n'y avait pas eu un Kant, un Hegel, un Descartes, un Platon, ou une Hannah Arendt, ou qui vous voudrez. Ça veut dire que nous sommes toujours dans cette reprise critique de ce que c'est que la discipline. Aussi bien les enfants que nous devons essayer de réveiller cette vie coagulée dans les mots, et c'est aussi pour ça que finalement la pratique répétée d'ateliers dans lequel les résultats ne sont pas les mêmes doit être saluée comme une bénédiction plutôt que comme une malédiction pour la discipline que je ne pratique pas, mais que mes étudiants pratiquent en tout cas à l'INSPE de Lille, et je les salue si jamais ils m'écoutent. Merci.